Bonjour tout le monde, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour. On va laisser peut-être une petite minute à ceux qui nous rejoignent encore. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez ou pas, histoire qu'on commence sur de bonnes bases. Bonjour Nina, a priori, on nous entend. Super. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire consacré aux entretiens annuels. Pour faciliter le suivi, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse y répondre à la fin de ce webinaire. Donc, au fur et à mesure qu'elles vous viennent, n'hésitez pas à les noter dans l'onglet questions qui est en bas à droite. Et ensuite, nous, on prendra un temps de 10 minutes à la fin du webinaire pour pouvoir y répondre. Alors, avant de passer au vif du sujet, je vous propose qu'on se présente rapidement, Damien et moi. Donc, moi, je m'appelle Léa Combette, je suis responsable pédagogique chez Didasque. Et avant ça, j'étais chercheur en sciences cognitives et j'ai mené des études en France et aux États-Unis. Et Damien, je te laisse la parole. Merci Léa. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, moi, c'est Damien Ivier-Colobi. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine des ressources humaines, différents secteurs d'activité, différentes typologies de publics, et ça va faire, sur ces 5 dernières années, j'ai notamment travaillé dans la tech et digital, et aujourd'hui, je suis directeur des ressources humaines chez Didasque, et je suis ravi d'être sur ce webinaire pour évoquer le sujet des entretiens annuels. Alors, du coup, afin de rentrer dans le cœur de notre sujet, je voulais vous partager quelques chiffres qui donnent la tonalité de notre intervention du jour. Ces chiffres viennent d'études dont vous avez les références si vous avez envie de creuser. Le premier enseignement de ces chiffres, c'est que l'entretien annuel, bien que non obligatoire, aujourd'hui, c'est une pratique qui est très courante dans les organisations. On a plus de 60% des salariés qui bénéficient d'un entretien annuel. Alors, c'est un peu un chiffre en trompe-l'œil, puisque ça dépend vraiment du type de structure dans laquelle on évolue. Si par exemple on fait la distinction entre le public et le privé, dans le privé on a 70% des entreprises qui l'utilisent, alors que dans le public on est plutôt autour des 60%. Et la variable d'ajustement la plus déterminante pour moi, c'est la taille de l'organisation. Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, c'est une pratique qui est ultra répandue. On a 78% des salariés qui ont recours à l'entretien, qui ont un entretien annuel, alors que dans les plus petites structures, on tombe rapidement sur 35%. Par contre, s'il y a un domaine sur lequel les chiffres ne font pas débat, c'est quant à la satisfaction des principaux concernés au sujet de l'entretien annuel. Alors malheureusement, aujourd'hui, c'est une expérience qui est plutôt déceptive, puisqu'on a 41% des salariés qui disent redouter ce moment, et surtout, on a 70% d'entre eux qui estiment que l'entretien annuel est une perte de temps. Donc, malgré que ce soit une pratique répandue aujourd'hui, c'est une pratique qui déçoit énormément. Et donc, on pourrait questionner la pertinence du maintien de l'entretien annuel compte tenu de ces chiffres. Mais c'est pas vraiment la direction que prend ce webinaire. Aujourd'hui, on a plutôt décidé d'essayer de comprendre ce qui peut vider ce rituel de son intérêt et surtout vous donner les clés pour en faire un outil qui est réellement utile et actionnable pour le développement de vos salariés. Alors pour ce faire, sur ma partie, j'ai décidé de vous partager les 3 principaux écueils qu'on peut retrouver dans la plupart des organisations, et que j'ai pu constater, au travers de mes différentes expériences professionnelles. On va parler de sous-investissement, on va parler d'un manque de cadre clair et d'absence de feedback régulier. Alors quand j'évoque, la dimension de sous-investissement, je vais distinguer 2 volets, un volet organisationnel et un volet individuel. Sur le volet organisationnel, pour moi, il s'agit tout simplement d'un manque de moyens déployés par l'entreprise pour faire en sorte que ce rituel soit pertinent. On va retrouver des choses assez classiques, hein, le manque d'outils, le manque de formation qui vont aider à la facilitation de l'entretien et faire en sorte que ce soit une expérience positivement vécue. Mais je pense que c'est pour moi ce qui a été le plus impactant dans mes expériences, c'est vraiment le manque de sanctuarisation de temps dédié à ce rituel. Quand on a des entretiens annuels qui sont programmés en incohérence totale avec l'agenda opérationnel des équipes, par exemple, c'est forcément vécu comme une charge supplémentaire et une contrainte. Et donc, pour le coup, c'est très, très propice à ce que cette pratique soit expédiée, voire bâclée.
En ce qui concerne le sous-investissement individuel, ça touche pour moi autant les managers que les collaborateurs et ça tient beaucoup à un caractère culturel, si on prend la France. On a particulièrement une défiance vis-à-vis de l'autorité, alors que dans notre culture managériale en France, c'est quand même très, très centré autour de la hiérarchie. Et enfin, il y a la question de l'appétence vis-à-vis du feedback. On peut avoir une certaine peur de la critique, ça peut être difficile d'afficher des vulnérabilités en entreprise et de la remise en question. C'est pourquoi moi j'accorde une importance particulière à remettre du sens dans la pratique, à communiquer sur le pourquoi du comment et faire toute la pédagogie de pourquoi est-ce qu'on fait des entretiens annuels et quel est l'objectif final. Alors le deuxième écueil dont je voulais vous parler, c'est non des moindres, hein, c'est le manque d'un cadre qui soit un cadre clair pour tous, mais surtout un cadre engageant pour les salariés. La plupart des entreprises ont un process, c'est pas la question. La vraie question, c'est de se poser si c'est un process qui a été conçu pour cocher des cases ou réellement pour accompagner le développement des salariés. Alors, les statistiques qu'on a vues au préalable me portent à penser que c'est plutôt le premier cas, alors que malheureusement, ça devrait être plutôt le second objectif. Au niveau de cet écueil, la chose la plus marquante que j'ai pu subir, moi aussi, à titre individuel, c'est un peu un effet buffet à volonté. On essaie de profiter de ce moment pour parler d'un maximum de sujets. On va parler performance, on va parler développement de compétences, rémunération, perspective de carrière. Et c'est pas nécessairement la meilleure des pratiques. Le problème, c'est qu'en voulant traiter un maximum de choses, on crée une expérience qui est déceptive. On va picorer plein de petits éléments, mais sans jamais rentrer en profondeur sur les sujets. Donc c'est un écueil important et pour moi, l'entretien annuel devrait être un moment où on va prioriser un ou deux sujets essentiels et essayer de répartir les autres tout au long de l'année. Le deuxième point en termes de cadre qui est souvent remonté, c'est la question de la subjectivité. C'est une critique qu'on entend énormément. On a beaucoup de collaborateurs qui ont peu de confiance dans ce rituel parce que pour eux, tout est déjà joué d'avance et que la manière dont on va évaluer notamment les performances est faite de manière trop subjective. C'est là que la définition d'un cadre clair est important pour que ce soit dans l'évaluation ou dans la tenue de l'échange, on soit dans un cadre qui ne soit pas propice, enfin moins propice en tout cas aux biais cognitifs, qui vont endommager la confiance dans le dispositif. Et enfin, je pense que tu peux revenir sur la précédente slide, il y a le dernier point qui est pour moi un point de posture, mais qui est quand même un point important, c'est le fait de se concentrer sur un rituel qui va être tourné vers l'avenir. Quand on regarde uniquement dans le rétroviseur, on le regarde sous un prisme d'évaluation de ce qui n'a pas fonctionné, là où je pense qu'on peut bien entendu faire le constat de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, mais tout doit être mis au service de la réussite future du collaborateur. Et donc, du coup, avoir ce regard, cette projection dans le futur, c'est quelque chose d'important à avoir en termes de posture. Et donc, le dernier point que je voulais évoquer, qui n'est pas propre à l'entretien annuel en tant que tel, mais qui le dessert énormément, selon moi, c'est l'absence de feedback en continu. C'est sûr que quand on a un entretien annuel qui concentre à lui tout seul tous les enjeux qu'on a pu citer par le passé, ça peut devenir une pratique qui est extrêmement anxiogène, stressante, lourde. Et donc pour moi, la clé pour résoudre cette partie-là, c'est de parler de performance, c'est de parler de progression de manière plus régulière dans l'année. Ça permet aux gens, aux collaborateurs comme aux managers de travailler de manière plus régulière leurs muscles du feedback, que ce soit pour en donner comme pour en recevoir. Et ce qui permet in fine de faire en sorte que cet entretien annuel ne soit pas vécu un peu comme un grand oral où on va déballer tout en fin d'année et où on va découvrir ce que pense véritablement notre manager de nous. Du coup, effectivement, Damien vient de nous présenter différents écueils. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on fasse la transition vers qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement. Et j'aimerais vous parler de 3 étapes, donc avant l'entretien, pendant l'entretien et après l'entretien, et qu'on voit ensemble ce que la recherche en sciences cognitives nous apprend et nous permet pour passer d'un moment qui va être stressant à un moment qui peut être utilisé comme un réel levier de progression parce que c'est l'objectif principal à la base de ces entretiens annuels.
Du coup, je vous propose de se focaliser en premier sur qu'est-ce qu'on peut faire avant les entretiens avec cette idée qu'on aimerait aider les employés à s'investir dans le process. Et pour ça, je vous propose tout au long de ces 3 étapes qu'on suive une personne qui s'appelle Clément et qui va illustrer ce propos-là. Donc Clément, il est employé de bureau dans une PME et il voit l'entretien annuel comme un moment d'évaluation de son année et un enjeu de promotion. Comme le disait Damien tout à l'heure, il y a pas mal d'enjeux qui vont un petit peu rentrer en compte dans cet entretien annuel et qui vont faire qu'on ne se focalise pas forcément sur des points assez spécifiques. Et Clément, il est stressé en attendant de savoir ce que son plus un va lui dire. Le problème dans cette posture, c'est qu'en fait, il va vivre l'entretien passivement. Et la passivité, comme vous en doutez, ça peut être problématique, surtout qu'on va avoir un salarié qui va être peu engagé cognitivement pendant les entretiens, potentiellement avec une posture défensive, à vouloir défendre le fait qu'il ait plutôt bien réussi son année. Et on va aussi avoir des discussions qui peuvent être biaisées. Biaisées parce qu'en fait, notre cerveau, il n'est pas toujours objectif. Et quand on cherche à se souvenir de projets qu'on a menés, on va souvent avoir 2 biais qui entrent en jeu, le biais de récence et le biais de similarité. Donc en gros, on va avoir tendance à facilement se souvenir et donc à rapporter pendant l'entretien de projets récents. Et une fois qu'on a réussi à se souvenir de certains projets, on va plutôt avoir tendance à se souvenir des projets similaires au premier qui nous est venu en tête. Et du coup, ça va un petit peu biaiser notre conversation parce qu'en fait, on va se focaliser sur des projets qui étaient assez différents alors qu'on pourrait discuter de compétences ou de difficultés beaucoup plus transverses si on prenait des projets plus variés sur l'année. Ce qu'on veut, et là je ne vous apprends rien, c'est avoir plutôt une posture de co-construction de plan de carrière, une posture collaborative de la part des salariés et pouvoir se baser sur des discussions qui soient argumentées, c'est-à-dire basées sur tout un tas de projets auxquels vos salariés ont pu participer au cours de l'année. En psychologie sociale, en fait, on va parler d'objectifs d'apprentissage. Ce qu'on veut pendant ces entretiens, c'est non pas que nos salariés se sentent obligés de défendre leurs compétences, mais qu'ils arrivent dans une optique de trouver des solutions pour continuer à monter en compétences. Et c'est un concept qui est assez lié au concept de mindset. Donc le mindset, c'est le regard qu'on va avoir vis-à-vis de nos compétences. Est-ce que je pense que c'est figé? Et dans ce cas, je vais vouloir défendre que je n'ai pas fait une mauvaise année, que je ne suis pas un mauvais salarié. Ou est-ce que je vais voir comme ça comme quelque chose de dynamique? Et dans ce cas, je vais essayer de me concentrer sur les possibilités d'amélioration. Et du coup, forcément, en entretien annuel, on a vraiment envie d'accompagner nos collaborateurs à avoir une position de représentation dynamique de nos compétences, ce qu'on appelle en anglais le growth mindset. Et une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que concrètement, on peut éviter cette passivité des collaborateurs? Un premier élément important, c'est de donner un objectif clair à l'entretien pour que le salarié ne soit pas dans le flou sur ce qui est attendu et ce qui va être discuté dans cet entretien-là. Très lié à ça, le deuxième conseil, c'est d'expliciter ce qui doit être préparé, ce qui va permettre aux salariés d'être pleinement inclus dans le process et d'être pleinement actifs le jour des discussions pendant l'entretien. Donc ça, c'est avant l'entretien. Maintenant, pendant l'entretien, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc si on reprend le cas de Clément, étant donné sa posture de départ, certainement, le jour J, il va recevoir les feedbacks un petit peu passivement. Et même s'il ne souhaite pas être dans la confrontation, c'est possible qu'il ait une posture défensive et qu'il soit un peu mal à l'aise parce qu'il ne saura pas trop comment réagir aux feedbacks négatifs. Quoi faire de ces feedbacks, comment les transformer en action. Et le problème là, c'est que Clément voit encore cet entretien comme un diagnostic de ses performances et non comme une co-construction de carrière. Alors pour aider Clément à être plus actif pendant ces entretiens-là, il y a 3 leviers principaux sur lesquels on peut jouer. L'engager dans les conversations pendant l'entretien, formuler des feedbacks qui soient constructifs et créer avec lui un plan d'action. Alors, comment est-ce qu'on peut l'engager? Un premier conseil tout simple, c'est de lui laisser l'espace de participer. Donc, l'inclure vraiment dans l'analyse de ses stratégies et de ses performances. Un autre conseil, c'est de dézoomer des performances et de se focaliser un petit peu plus sur les stratégies mises en place. Parce qu'en fait, s'il y a un objectif qui n'a pas été atteint, on peut réfléchir à quelles stratégies ont été mises en place, lesquelles ne l'ont pas été, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas été mises en place, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment et qu'est-ce qui aurait permis du coup d'atteindre de meilleurs résultats. Et en dézoomant comme ça des performances, on crée un espace de dialogue qui est bien plus engageant pour l'employé parce qu'on n'est plus juste sur quelque chose de diagnostic, on va réfléchir au chemin qu'on a parcouru pendant l'année. Ensuite,
Comme je disais, il faut réussir à formuler des feedbacks qui soient constructifs. Donc des feedbacks constructifs sont des feedbacks qui sont objectifs, bienveillants et qui vont agir comme des leviers d'action. Et pour ça, une bonne pratique, c'est de commencer par expliciter les efforts observés et les réussites. Déjà, pour qu'on ne laisse pas cet aspect-là de côté. Et ensuite, une deuxième option, ça va être de se focaliser sur les faits et sur les stratégies d'amélioration. Alors ici, j'arrête pas de donner de l'importance aux stratégies. C'est parce qu'en fait, en recherche, on voit qu'avoir un plan d'action clair, être capable d'avoir du recul sur nos stratégies, c'est vraiment la meilleure façon de monter en compétences et d'être autonome dans ses apprentissages. Et ça nous amène du coup au troisième point ici, qui est de réussir à créer un plan d'action avec notre salarié pour que cet entretien annuel ne soit pas un point en fin d'année, mais qu'il puisse amener à quelque chose. Donc, avoir un plan d'action, il y a différents cadres théoriques pour ça. Certains d'entre vous utilisent peut-être la méthode SMART, qui n'a pas forcément de base scientifique, mais qui peut être utile pour définir des objectifs. Un autre cadre théorique qui est intéressant ici, c'est la méthode WHOOP. Donc, la méthode WHOOP, elle a été développée par une chercheuse qui s'appelle Gabrielle Oettingen. Elle est chercheure à l'université de New York en psychologie. Et elle, en fait, elle s'est rendue compte au cours de ses recherches que le positive thinking, qui est quelque chose dont on entend beaucoup parler, donc le fait de se projeter dans un futur où on va réussir à atteindre nos objectifs, ça avait peu d'impact, et même parfois c'était même pire que ça avait un impact négatif. Donc plus on faisait du positive thinking, et moins on arrivait à atteindre nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va juste penser au fait d'atteindre ses objectifs, on va négliger le fait qu'on va potentiellement rencontrer des obstacles. Donc elle, la méthode qu'elle a mise en place, ça s'appelle la méthode WHOOP, qui est un acronyme pour Wish, donc je vais définir quel objectif j'ai envie d'atteindre. Outcome, qu'est-ce que ça va m'apporter de l'atteindre? Donc ça, c'est vraiment le côté positive thinking tel qu'il existe. Mais on va rajouter 2 étapes supplémentaires. Le deuxième O, ça va être pour l'obstacle. C'est quoi l'obstacle en moi qui va m'empêcher d'atteindre cet objectif-là? Et ensuite, P pour le plan. Je vais mettre en place un plan d'action, un automatisme. Si je rencontre cet obstacle, voilà ce que je mettrai en place pour réussir à le surmonter. Et ça, du coup, c'est un cadre théorique qui est assez intéressant pour planifier un petit peu ce qu'on peut faire dans l'année et vraiment rentrer dans une planification des actions qu'on peut mettre en place suite à l'entretien annuel. Pas forcément une démarche que vous pouvez avoir pendant l'entretien, parce qu'en fait, il y a certaines réflexions qui vont être assez personnelles, mais c'est un cadre qui peut être présenté aux salariés et qui peut servir ensuite de levier d'action après l'entretien annuel. Donc on a vu le avant, on a vu le pendant, et là on commençait à faire la liaison avec ce qui peut se passer après. Et généralement, ce qu'on veut, c'est qu'en fait, il y ait une montée en compétences qui s'opère après l'entretien. Donc là, si on reprend le cas de Clément, vu sa passivité avant et pendant l'entretien, c'est très probable qu'à la fin de l'entretien, ils se disent « Ok, c'est bon, je peux être soulagé, c'est passé, et il n'y aura plus à en parler avant l'année prochaine ». Bien entendu, c'est peu propice à qu'ils mettent en place des actions d'amélioration tout au long de l'année, donc ça ne va pas vraiment dans une démarche de montée en compétences. L'objectif pour avoir des conséquences positives à long terme, c'est que le salarié puisse déterminer un plan de formation et de lui permettre de suivre sa montée en compétences tout au long de l'année. Et dans ce contexte, avoir un assistant basé sur l'intelligence artificielle, donc ce qu'on appelle les assistants IA, ça peut être un allié précieux parce qu'en fait, une complexité qu'on a dans le monde de l'entreprise, c'est que c'est compliqué d'avoir quelqu'un de toujours disponible qui puisse répondre à nos questions et nous orienter vers les ressources nécessaires en interne. L'avantage d'un assistant basé sur l'intelligence artificielle, c'est qu'il peut à la fois permettre de trouver les meilleures ressources pour monter en compétences, quelle formation existe, quelle documentation existe, de nous aider à suivre notre montée en compétences, de s'entraîner, de se tester et d'avoir un interlocuteur toujours disponible avec lequel on peut dialoguer pour faire le point. Donc vraiment avoir ce côté formation, mais également recul sur nos stratégies. Et en fait, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, c'est cohérent avec un modèle d'apprentissage qui est assez connu en sciences cognitives, qui est celui de l'autorégulation. Et pour monter en compétence, ce que dit ce modèle, c'est qu'il faut être capable de se fixer des objectifs et de déterminer des stratégies, c'est pour ça que j'arrêtais pas de parler de stratégie, d'utiliser ces stratégies et de suivre son avancement, et enfin de faire le point et d'adapter ses stratégies. Et dans ce cadre, les entretiens annuels, ils ne devraient plus être utilisés comme un outil diagnostic ponctuel des performances, mais plutôt comme une étape dans ce processus d'apprentissage autorégulé. Et du coup, par conséquent, comme une étape dans l'évolution professionnelle. Donc si je résume ce qu'on vient de dire, parce qu'il y avait énormément de choses, ce qui est important, c'est d'impliquer les employés dès la préparation et ensuite tout au long de l'entretien.
Pendant l'entretien, on va essayer de se concentrer sur les stratégies mises en œuvre et leur adaptation. Et enfin, on va essayer de définir des objectifs et de suivre leur réalisation tout au long de l'année et de donner aussi les clés aux salariés pour qu'eux-mêmes puissent suivre cette montée en compétences tout au long de l'année pour être acteurs d'avant l'entretien annuel à après l'entretien annuel, donc tout au long de leur année et de leur carrière. Merci beaucoup, Léa. On espère que ces quelques éléments vous auront apporté des conseils précieux pour remettre de la valeur ajoutée dans vos entretiens annuels. Il nous reste du temps pour des questions, donc on les prend avec grand plaisir. Et vous verrez aussi un petit sondage s'afficher pour que vous puissiez nous dire si vous voulez en savoir plus sur l'assistant IA que nous, on a à Didask ou sur Didask. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Alors, on n'a pas encore de questions dans le chat. La première question est toujours la plus difficile à poser. C'est ça. Mais il nous reste 9 minutes, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. Si jamais on n'a pas de questions, de toute façon, vous pourrez contacter. Si vous avez dit que vous voulez être recontacté, vous serez recontacté par Didask si vous avez répondu au sondage. Et vous aurez aussi le replay de ce webinaire qui vous sera envoyé. Donc, on a des personnes qui nous disent merci pour la présentation. Alors, on a une première question qui est arrivée. C'est Nina qui nous demande si on a des trames à recommander pour assurer le bon déroulement de l'entretien. Je ne sais pas si Damien, toi, tu as des éléments sur ce sujet-là. Alors, à titre personnel, je peux m'inspirer de trames, mais je prends jamais, je fais jamais un copier-coller entre guillemets de trames existantes sur Internet. On en trouve énormément et c'est vrai que parfois c'est difficile de faire son choix. Moi, je pense, je réfléchis de manière inversée, c'est-à-dire que je vais d'abord réfléchir à quels sont les objectifs. J'ai pensé mon process d'entretien annuel dans un premier sens, dans un premier temps, à quoi cet entretien annuel à quelles questions doit-il répondre pour ensuite déterminer quelles sont les questions que je veux poser. Et donc, j'ai pas de trame à proposer aujourd'hui et dire cette trame-là est mieux qu'une autre parce que les trames sont souvent conçues pour répondre à certaines problématiques qui parfois sont différentes des miennes. En revanche, je vais m'inspirer de ces trames-là, notamment par rapport à la formulation des questions. Je pense qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est la manière dont on va amener les questions, de manière à ce que les réponses soient les moins biaisées possibles. Donc, j'ai malheureusement pas une ressource vers laquelle je pourrais vous pointer, mais plus une réflexion autour justement de ces trames et de comment s'inspirer des trames qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet pour construire notre propre trame qui répond à nos enjeux de notre structure. Et moi, ce que je pourrais ajouter, c'est que si vous voulez prendre une trame qui est déjà existante, peut-être repartir un petit peu aussi des éléments dont on a discuté aujourd'hui pour prendre du recul vis-à-vis de ces trames et voir si elles permettent vraiment de laisser la place aux salariés. Est-ce qu'elles permettent de prendre du recul sur les stratégies? Est-ce qu'elles agissent vraiment comme un levier d'action ou est-ce qu'elles font juste un diagnostic de l'année? Et du coup, tous ces éléments-là dont on a parlé, ça va permettre aussi de repérer quelles trames peuvent vraiment vous permettre d'atteindre les objectifs que vous fixez pour ces entretiens annuels.
Pas d'autres questions pour le moment. On nous dit que c'est très clair et motivant pour construire cette fin d'année. Tant mieux, on est content que ça puisse vous servir. On peut attendre une petite minute supplémentaire et si, vous avez pas d'autres questions, heu, merci d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui. On espère que ça sera des choses que vous pourrez, très, rapidement, mettre en œuvre dans vos pratiques professionnelles. Et comme je le disais plus tôt, le replay du webinaire vous sera envoyé, donc vous pourrez aussi, avoir à nouveau accès à ces informations-là au moment où vous serez en train de construire vos entretiens annuels. Ouais, je vois pas d'autres questions arriver, donc Très bien. j'imagine que ça devait être clair. Bah, merci à tous, merci Damien Merci d'avoir beaucoup. animé ce webinaire avec moi et puis, bonne journée. Excellente journée.